Bonjour et bienvenue dans ce meet-up virtuel. Donc c'est une redite un petit peu de ce qu'on a dit dans les locaux de WeWorks. Et je remercie d'ailleurs tout le personnel et les développeurs de CodeWorks. Donc meet-up programmé de rentrée que l'on a fait le 7 septembre dernier. Donc on va vous faire un petit récap des grandes annonces de cet été. Donc c'est la redite du meet-up, encore une fois. Donc on l'a intitulé très sobrement Vive la rentrée. Donc récap de cet été avec une petite roadmap de ce qui va se faire, en tout cas ce qui a été annoncé jusqu'à la fin de l'année. Alors nous remercions CodeWorks, nous remercions WeWorks ainsi que tous nos partenaires, le CACD2, donc la manufacture numérique du Crédit Agricole, au Xasys, Softfluent et notre partenaire aussi avec qui on travaille depuis plusieurs années, ZDNet. Et bien entendu, Meetup organisé par le magazine Programmé. Donc l'agenda, il va être très très simple. On va faire le récap de cet été, une petite roadmap. Le bonus track, c'était pour celles et ceux qui étaient venus au Meetup avec de vraies chaises le 7 septembre. Donc là, on va passer cette étape. Alors, le dernier numéro de programmé, c'est le 248 qui est sorti le 3 septembre, donc avec énormément de choses effectivement à l'intérieur. Donc, en kiosque, abonnement, papier et PDF, et n'hésitez pas à nous proposer vos tutoriels et vos sujets techniques. Vous pouvez nous contacter à ftonic@programmer.com. Alors, nous proposons aussi Technosaur. Donc, Technosaur, c'est pour les passionnés d'anciennes machines. Et le numéro double 7 et 8 est disponible depuis quelques jours. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, en impression à demande, ou sur technosaur.fr. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet été? En fait, énormément de choses, comme nous allons le voir. Alors, on va déjà débuter avec Flutter. Flutter 2 et Flutter 2.2 sont sortis au printemps et au début de cet été. Donc, Flutter 2 en fait introduit énormément de nouveautés, notamment dans tout ce qui est développement multiplateforme web et desktop. Donc là, vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc Google, les équipes Google continuent à développer la partie desktop et web, et tout ceci devrait être à peu près stable, on va dire, vers la fin de l'année si tout va bien. Donc comme toujours, avec les évolutions, avec les mises à jour, énormément de bugs fixes, et notamment la 2.2.3 qui a apporté des corrections. La 2.2 avait apporté aussi des centaines de corrections et des optimisations. Gros focus des développeurs Flutter sur Android, iOS, le web, tout ce qui est asset graphique de matériel design et sur un certain nombre d'éléments d'interface proposés par Flutter. Et on notera aussi une mise à jour de Dart. Donc on rappelle que Dart, c'est le langage sous-jacent de Flutter. Donc Dart qui arrive en 2.13. On notera aussi l'apparition de nouvelles transitions sur iOS, de nouvelles guidelines pour créer les interfaces graphiques selon les écrans, parce que comme là maintenant on peut faire du mobile, du web et du desktop, il faut faire attention effectivement à la transposition de chaque écran selon la résolution de l'écran et selon le type de l'écran. On notera aussi l'arrivée d'ARM 64 Linux, donc ça c'est quelque chose aussi de très très important, et Google a prévenu qu'il y aura plus de versions, plus de fonctions en preview pour les développeurs. Bien évidemment, deux canaux sont toujours disponibles pour les développeurs, donc le canal stable et le canal bêta. Donc bien évidemment, quand vous faites de la prod Flutter, vous utilisez le stable channel et non pas le beta channel. Sur Bootstrap, donc la version 5.0, donc Bootstrap c'est du front-end, est sorti il y a quelques mois. Donc la 5.1 c'est la première entre guillemets grosse évolution de la V5. Alors c'est une version mineure, ce n'est pas une version majeure, donc pas mal de petites choses, pas mal d'évolutions et de nouveautés, notamment sur les grilles en CSS, sur les off canvas, sur les variables CSS,
quelques nouveaux composants, et notamment, moi je vous conseille de regarder un petit peu ce qui se passe sur les placeholders, c'est assez intéressant et c'est pas mal. Et quelques nouveautés qui apparaissent, et notamment plus d'exemples de programmation et de composants graphiques. Voilà, donc ça c'était pour Bootstrap 5.1. Autre nouveauté, GitHub CLI 2.0, donc on rappelle que la CLI, hein, c'est la ligne de commande. Donc aujourd'hui, la plupart des gros frameworks, des grosses libs ont leur CLI. Donc GitHub a sa CLI qui arrive en version 2. Alors la grosse nouveauté, c'est la possibilité de créer ses propres extensions directement pour GitHub. Donc c'est pas mal. Donc si vous voulez vraiment automatiser de fond en comble vos process GitHub, c'est la bonne occasion de le faire. Autre nouveauté qui est apparue cet été, c'est Quarkus 2.x, hein, donc la V2 en fait est sortie le 30 juin. Énormément de choses sont arrivées avec Quarkus 2, donc déjà le projet a fait le ménage dans le support des JDK OpenJDK. Désormais c'est la V11 qui est prise en compte, donc tout ce qui est ante V11, donc avant la V11 de la JDK, ne sera plus supporté. Côté VM, on constate que GraalVM 21.1 est la version qui est recommandée, et diverses mises à jour, notamment sur Vertex, sur MicroProfile, qui changent aussi de minima. Et enfin, on a l'apparition des tests continus. Donc ça c'est pas mal, hein. Donc dès que vous êtes en phase de code, vous pouvez effectivement enclencher les tests directement durant la phase de codage. Donc ça c'est pas mal pour vraiment mieux qualifier le code et mieux le sécuriser. Quarkus CLI, bon, comme pour GitHub CLI, quelques améliorations. On constate aussi des évolutions et des nouvelles versions sur Mongo, sur Graph qui arrive, donc GraphQL qui arrive, et sur de l'Hibernate. Jakarta, donc Jakarta EE, donc on rappelle si vous ne connaissez pas, Jakarta EE en fait c'est la version open source et de la fondation Apache de Java EE, suite au retrait d'Oracle pour gérer et pour supporter Java EE. Donc le projet Jakarta EE a pris pas mal de temps parce qu'il a fallu tout renommer, il a fallu retirer toutes les propriétés intellectuelles d'Oracle. Donc c'est un travail qui a nécessité plusieurs années. On va dire que la 9.1 c'est une version intermédiaire, et ce sera vraiment la version 10 qui va être la toute première version vraiment de la fondation. Donc elle est attendue pour les premières semaines, les premiers mois de 2022. Parmi les grosses nouveautés, le support des JDK 11 et 8. Autre nouveauté dans le joyeux monde des libs et des frameworks JS, donc on a un nouveau framework, donc c'est SolidJS, donc on est dans du front-end. Alors si vous voulez tester, allez-y, il n'y a aucun problème. Donc là en fait, on va dire que les développeurs ont repris les bonnes pratiques qu'on avait avec du React et du Svelte. C'est un framework dit JSX qui n'utilise pas de Virtual DOM pour le précompilo. Bon voilà, si vous voulez tester. Après c'est peut-être pas le framework qui percera dans les prochains mois. Alors le langage Go, donc toujours côté Google, le langage Go arrive en 1.17, alors des évolutions tous les 6 mois, voilà, comme de nombreux autres projets. Donc tous les 6 mois on a droit à une grosse version du langage. Alors pas mal de choses, notamment sur la partie Mac qui changent, avec le support minimal maintenant de la version 10.13. Donc toutes les versions antérieures ne sont plus supportées par Go, le support de ARM64 Windows, donc ça c'est pas mal. Aussi, on constate aussi le support de MIPS 64 si vous êtes en usage d'OpenBSD, des améliorations, performance et optimisation plus fines au niveau du compilateur, et annonce aussi d'une réduction, alors très légère réduction de la taille des binaires.
Là, ça se joue à quelques pourcents à ce niveau-là. Par contre, il y a pas mal de petits changements dans la librairie core, que ce soit sur le byte, sur le compress, sur la crypto, le debug et les fonctions d'archives, le zip, etc. TimeScript 4.4, donc je rappelle que TimeScript c'est le langage par défaut que l'on a dans le framework Angular et non plus du JS. Donc la 4.4 introduit pas mal de petites choses et notamment les blocs statiques dans les classes. Ce sera un futur standard au niveau de l'ECMAScript, donc c'est intéressant de l'avoir maintenant dans le langage. Alors des performances côté gestion des types complexes, avec la mise en place d'un nouveau système de cache et diverses améliorations ici ou là. Alors par contre, faites attention, comme dans toute évolution du langage ou du framework, lisez bien les release notes et notamment tout ce qui est les break-in change, donc en fait toutes les casses de compatibilité, parce qu'au niveau de TypeScript 4.4, effectivement, on a effectivement des petits changements et des casses que l'on peut avoir avec les codes existants. Donc surtout, soyez très vigilants sur cela, parce que TimeScript 4.4 annonce effectivement un certain nombre de casses. Alors, autre nouvelle, alors là on n'est pas du tout dans la technique, mais on est vraiment dans de l'usage. Alors, Firefox, effectivement, passe depuis 2 ans maintenant de très mauvais moments. Et c'est vrai que depuis 2 ans, le navigateur perd pas mal d'utilisateurs. Alors, on estime entre 55 et 60 millions d'utilisateurs en moins en 2 ans. Il faut dire que Mozilla, qui développe le navigateur, est en crise parce que déjà on a un chiffre d'affaires qui est en baisse. Mozilla a licencié plus de 320 personnes et ils ont réorganisé en fait tous les labs de recherche et développement. Ils ont arrêté pas mal de projets, ils ont réorienté d'autres projets. Et c'est vrai que cette chute en fait elle est un petit peu étonnante parce que il y a quelques années, au début des années 2000, Firefox était vraiment le navigateur alternatif effectivement au navigateur de Microsoft. Et c'est vrai que, depuis que le mobile, que Internet mobile s'est imposé et depuis que Chrome et Safari se sont imposés, notamment le moteur WebKit, on constate que Firefox souffre énormément, et notamment parce qu'il n'est pas du tout présent au niveau des smartphones. Et ça c'est vraiment un handicap. Alors, on voit bien effectivement que tout ce qui est moteur Blink et WebKit s'impose. Alors je rappelle quand même que Blink, donc ça c'est donc Chromium, donc Chromium qui donne Chrome aujourd'hui et Edge aussi. Blink est en fait un fork de WebKit. Mais bon, on voit bien effectivement que aujourd'hui Firefox vraiment a des soucis à se faire, et on peut même se poser la question, est-ce que il a encore un avenir? Ça, on le saura d'ici quelques années. Alors, côté interface graphique multiplateforme, donc on a, outre Flutter qu'on a vu au début de cette session, outre Qt bien connu des développeurs natifs en C++, on a la fameuse Uno plateforme, donc qui arrive en 3.9 avec support de .NET 6. Optimisation des binaires en WebAssembly, donc ça c'est pas mal, donc là effectivement il génère des binaires un petit peu moins gros. Alors Uno en fait est disponible aussi bien pour Windows que pour les mobiles, que pour le desktop. Donc si vous voulez effectivement faire des interfaces multiplateformes que l'on va interfacer avec du natif ou du web ou du mobile, Uno est une solution. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder autour du projet. Alors Piral, donc c'est un autre framework qui est arrivé aussi cet été. Donc on est encore une fois dans du front-end. Alors le principal intérêt de Piral, c'est quoi? C'est qu'il met en avant l'approche par micro-front-end. En fait, pour faire très simple, on va dire qu'au lieu d'avoir du monolithique, on a vraiment un objet de son écran, un objet de son interface est un composant, est un micro-front-end. Alors, ce n'est pas forcément nouveau, on connaît déjà ça, on connaît la notion de composants inclus dans des instances, notamment avec du JS. Voilà, est-ce que ça révolutionne le travail
du développeur, non, à la base non. C'est plus modulaire, oui, effectivement. Chaque composant, chaque micro front-end est indépendant les uns des autres. Alors c'est un avantage, c'est un inconvénient parce qu'on a plus de choses à gérer. Maintenant, est-ce que ça change la vie fondamentalement du développeur front-end? Peut-être pas, parce qu'on a déjà la même chose avec du Vue et d'autres outils. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, hein, n'hésitez pas à tester. Là, encore une fois, comme SolidJS, ce sera peut-être pas le framework à suivre dans les prochains mois, mais en tout cas, vous savez maintenant qu'il existe et qu'il est disponible. Alors, côté Java, cet été, on a vu la première grosse version, donc la version finale d'Eclipse Temurin. Alors Temurin, je rappelle, hein, donc c'est de l'adaptative OpenJDK. En fait, l'idée derrière est très simple, c'est comment en fait les éditeurs, comment les entreprises génèrent des distributions JDK avec la même fondation technique. On personnalise un petit peu la JDK, mais les fondations restent effectivement identiques. L'intérêt, c'est d'avoir une base commune, et surtout, comme il y a eu un accord entre la fondation Eclipse et Oracle, quand vous générez une JDK à partir du projet Temurin, vous passez aussi automatiquement les tests TCK. Alors je rappelle que les tests TCK, ce sont des tests qui qualifient la JDK, et ces protocoles de test appartiennent effectivement à l'éditeur, donc Oracle. Donc ça c'est très très important. Donc aujourd'hui il est possible de générer avec Temurin des JDK 8, 11 et 16. Alors là 17 est bientôt, sera sans doute bientôt disponible. Juste pour l'anecdote, hein, la distribution du Microsoft d'OpenJDK est générée par ce projet-là. Par contre, juste un petit bémol quand même à prendre en compte, c'est que les architectures ARM64 ne sont pas encore supportées par le projet, mais ça ne devrait pas tarder. Autre nouveauté, donc là on est vraiment côté Android, Google a annoncé le Jetpack Compose. Alors en fait c'est un nouveau toolkit pour développer, alors selon les dires de l'éditeur, plus rapidement des interfaces graphiques natives pour vos applications Android, avec deux mots-clés, simplification et accélération du développement Android. Donc Google en fait met en avant un code moins nombreux, plus intuitif, bien évidemment accès aux API Android, accès à Material Design, accès aux dark themes, aux animations, etc. Donc c'est à tester. Donc si vous êtes un développeur Android, hein, je pense que c'est une solution à tester. Alors donc Mala V1 est disponible depuis quelques semaines, interopérable bien évidemment avec les applications actuelles, hein, donc vous embarquez en fait les Jetpack directement dans votre application, et on a à notre disposition un composeur, en fait un designer dédié, donc c'est l'outil Compose. Autre nouveauté qui a fait beaucoup parler de lui, parfois à tort et à travers, donc c'est GitHub Copilot, alors qui a été présenté comme de la génération de code par de l'intelligence artificielle. Alors oui, effectivement, Copilot va générer du code selon un contexte et en apprenant de tous les repositories qui sont sur GitHub. Bon, alors l'IA, en fait, c'est du machine learning, en fait. En fait, ce sont des modèles qui sont entraînés et après il fait des suggestions de code. Comme on en a discuté au meet-up du 7 septembre, voyez ça plutôt comme un gros autocomplétion que l'on a déjà dans les IDE. Autocomplétion, c'est de l'ITNSense un petit peu avancé, mais voilà, donc aujourd'hui vraiment c'est ça, ce n'est pas de la génération de code à la place du développeur. Il ne va pas remplacer le développeur. Alors c'est imparfait, il y a des bugs, si les codes sources qui sont utilisés comme modèle sont eux-mêmes buggés, on a des risques aussi de générer les mêmes bugs. Alors
c'est intéressant, il supporte énormément de langages. Apprendre pour ce qu'il est aujourd'hui, donc c'est vraiment de l'autocomplétion, c'est d'une aide supplémentaire, mais ne vous attendez pas à générer un projet entier avec ça. Donc à regarder, hein, et puis à voir comment le projet va évoluer dans les prochains mois. Alors côté PHP, on a une CLI aussi qui arrive avec Laravel Forge, hein, donc Laravel c'est le grand concurrent de Symfony, et Forge en fait donc c'est le serveur d'administration et de déploiement de Laravel. Là aujourd'hui donc avec la Forge CLI, au lieu de passer avec les interfaces graphiques de Laravel Forge, hein, on passe directement en ligne de commande. Autre nouveauté, donc côté Serpent, donc avec Python 3.9.7, donc là aussi c'est une version relativement mineure, donc c'est avant tout du bug fixe, hein, à ce niveau-là, donc quelques améliorations, de l'optimisation, on a un nouveau parseur, PEG pour CPython, on a quelques améliorations au niveau de la résurrection d'objets, et surtout le support d'Unicode 13. Alors, on a parlé de l'OpenJDK façon Microsoft. Alors, on a noté quand même, et ça c'est vraiment à bien garder en tête, Microsoft, hein, avec la build 2021 du printemps dernier, a mis en avant ici ou là Java, et on voit effectivement que dans la partie Azure, en fait, le monde Java est de plus en plus supporté, hein. Il y a eu quelques annonces, notamment autour de Red Hat JBoss, hein. Donc JBoss, en fait, c'est un serveur d'application pour Java, et on voit que Microsoft travaille énormément sur le support Java dans les services Azure, parce que il y a un intérêt, hein, c'est de reprendre un petit peu la main dans les assets Java dans l'entreprise, et dire que la plateforme Azure supporte pleinement Java. Et ça va un petit peu dans le sens. Et Microsoft est aussi un gros contributeur aujourd'hui de Java, et il y a quelques jours ils ont même annoncé un nouvel outil, le Java Garbage Collection Analyzer, qui est disponible gratuitement et en open source. Donc on va bien effectivement surveiller de près un petit peu l'activité de Microsoft sur Java. Alors autre intérêt de Microsoft, alors cette fois-ci c'est sur Linux, hein, et on savait que Microsoft travaillait énormément autour du noyau, et d'ailleurs Microsoft c'est un des gros contributeurs du noyau Linux, hein, et il participe même aussi comme membre actif à la fondation Linux maintenant, et ils ont en fait parlé, ils ont diffusé la CBL Mariner, qui est en fait la distribution interne Linux qui est utilisé par Microsoft pour les services Linux sur Azure. Donc ce n'est pas un petit projet. Alors actuellement effectivement le CBL Mariner n'est pas disponible en image ISO ou image Docker, hein. Donc c'est à vous de récupérer les sources et de le builder sur une Ubuntu. Donc en tout cas un projet à suivre, ça montre bien que Microsoft est très très actif autour du monde Linux. Alors quelques anniversaires aussi que l'on peut noter, parce qu'il y a eu pas mal de très beaux anniversaires cet été, donc on peut déjà noter que Linux fête ses 30 ans, et oui, Linux a été officiellement créé, en tout cas diffusé, le 25 août 91. Donc c'est Linus Torvalds, hein, qui avait commencé à développer en fait un système primitif parce qu'il ne trouvait pas un OS qui lui convenait. Il voulait utiliser Unix, mais Unix à l'époque coûtait très cher, et donc il s'est appuyé sur un autre projet open source, c'était Minix. En fait un Minix c'était une alternative à Unix, mais plus minimaliste, et Linus s'est beaucoup appuyé dessus pour créer son propre Unix, son propre système qui va donner quelques semaines plus tard Linux. Alors Linux, hein, c'est la contraction de Linus et Minix. Donc un bon anniversaire à notre ami pingouin Linux.
Alors, autre anniversaire, et oui, c'est les 40 ans. En fait, les 40 ans de l'IBM PC, l'IBM 5150, qui avait été mis sur le marché en août 81. Donc un projet qui a été fait en à peine un an, et c'est le projet qui s'est imposé 2-3 ans plus tard à toutes les entreprises, et c'est comme ça que Microsoft a pu prospérer avec MS-DOS, le fameux MS-DOS, puis une dizaine d'années plus tard avec Windows. Donc un bon anniversaire au PC et à l'IBM PC. Autre anniversaire très important, c'est quand même le Commodore VIC-20. Alors pourquoi c'est important? Parce que le Commodore VIC-20, alors même si techniquement c'est une machine très faible, avec à peine 5K de RAM, mais en tout cas il marque vraiment une étape importante dans la micro-informatique, parce que le VIC-20 c'est la première machine à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Même l'Apple II en 81 ne s'est pas encore vendu autant, et c'est vrai que le VIC-20 va vraiment marquer une première étape, et il préfigure en fait l'énorme succès que va être le Commodore 64, qui sortira à peu près 2 ans plus tard. Donc un bon anniversaire au VIC-20. Alors qu'est-ce que l'on peut noter sur la roadmap à venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Alors pas mal de choses. Alors si vous êtes un fan de BIOS, alors notez que le projet alternatif iQ R1 arrive en bêta 3, donc ça c'est quelque chose de remarquable. Donc un travail de longue haleine, très très beau système. Déjà moi j'étais un grand fan de BIOS à l'époque, et franchement les concepteurs d'IQ ont fait un travail assez sensationnel autour de ça. Ensuite, évidemment, pour les amateurs de smartphones, bien évidemment, on aura les nouveaux iPhones qui sortiront fin septembre. Donc, Apple a déjà annoncé la keynote de rentrée le 14 septembre. Donc, préparez-vous à ces annonces. Et enfin, alors ça c'est très très important aussi à noter, parfois on a quelques pistes de recherche au niveau d'Apple dans les offres d'emploi, et en début septembre en fait Apple a posté une offre d'emploi pour un spécialiste en processeur RISC-V. Alors RISC-V en fait c'est une alternative effectivement au processeur ARM. Alors c'est très intéressant parce que à notre connaissance Apple n'a pas de produit utilisant effectivement ce type de processeur, donc ça indique en tout cas que Apple travaille sur des projets internes, même en labo, autour de ces processeurs. Donc, alors, est-ce que Apple va sortir quelque chose autour du RISC-V? C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, c'est intéressant à voir qui travaille sur le sujet. Alors, toujours en septembre, donc là, en début septembre, on a vu que Docker avait changé pas mal de choses au niveau des grilles tarifaires. Bon voilà, alors pour les entreprises, effectivement, on a quelques changements au niveau tarif. Le Docker Free devient le Docker Personal. Docker Desktop change un petit peu au niveau des usages possibles. Donc voilà, donc ça c'est à voir. Si vous utilisez effectivement une entreprise Docker, donc regardez un petit peu la nouvelle grille et estimez un petit peu l'impact financier que ça peut avoir. Autre annonce qui avait été faite, donc c'est OpenAI. Donc OpenAI, c'est un consortium autour de l'intelligence artificielle, et ils ont lancé un langage dédié en fait à la programmation GPU, alors plus dédié effectivement aux réseaux neuronaux. Alors le seul avantage, donc c'est un langage de plus haut niveau qui se base sur Python. Il évite effectivement d'utiliser du pur code natif C++ ou CUDA. Voilà, donc on fait la même chose qu'en C++ en CUDA, sauf que là on passe effectivement en Python, donc légèrement plus haut niveau. Donc maintenant à voir comment le projet va évoluer et quel va être son impact au niveau marché. Parce qu'aujourd'hui effectivement si vous passez par des GPU Nvidia, on va plutôt utiliser du C++ ou du CUDA parce que c'est 100% natif effectivement au processeur graphique de la carte. Donc c'est le projet Triton.
Alors, autre annonce hein, qui a été faite, donc c'est la conférence Spring One de VMware. Donc quelques nouveautés, on voit que Spring va arriver entièrement sur Azure. En fait, Microsoft va supporter l'ensemble de la stack Spring sur Azure, donc ça c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. On a quelques nouveautés au niveau de Tanzu. Donc Tanzu, hein, c'est la plateforme pour créer des applications et déployer des applications au-dessus de Cube. Donc ça c'est intéressant. Donc regardez un petit peu Tanzu parce que depuis quelques mois effectivement la plateforme propose de belles choses. Alors, autre nouveauté qui arrive dans quelques jours, c'est OpenJDK 17. Donc, c'est une version LTS. Donc, LTS, c'est le long term support. Donc, ça, c'est très très important. Officiellement, et oui, c'est la première version qui va supporter les processeurs, les Mac M1. Ce sont les machines Apple utilisant les processeurs ARM de la pomme. Donc ça c'est très important. Et finition de la migration de support de métal et retrait du support côté Mac d'OpenGL qui a été déprécié par Apple il y a quelques années au profit de métal. Alors on a quelques nouveautés effectivement sur le Foreign Linker, on a des nouveautés au niveau vector, type statique sur le code natif. Alors plus ou moins disponible en version finale ou en preview, donc regardez un petit peu tout ça. Et JetBrains a déjà annoncé un premier support préliminaire de la JDK 17 dans son IDE Java. Donc ça c'est quelque chose effectivement à suivre. Donc OpenJDK disponible mi-septembre. Alors autre nouveauté annoncée aussi pour septembre, hein, donc toujours côté JetBrains, c'est Kotlin 1.5.0, plusieurs belles nouveautés, alors notamment là l'arrivée du support natif d'OpenSilicon, donc tout ce qui est M1, ça c'est très très important, ça va éviter bien des problèmes, notamment à l'installation de Kotlin et quand vous déployez des apps Kotlin sur Mac M1. Donc ça c'est très très intéressant. Et aussi pas mal de belles choses autour de Kotlin.js IR. Donc en fait Kotlin.js IR en fait c'est un maillon intermédiaire dans la chaîne de compilation. En fait dans Kotlin pour générer du JS, en fait il ne va pas générer du JS directement, mais il passe par une représentation intermédiaire pour ensuite générer le code JS. Alors pour les concepteurs du projet, cette solution a été préférée pour mieux optimiser en fait le code JS qu'on aura en sortie. Et autre chose aussi que l'on peut noter, c'est des améliorations au niveau de Gradle. Alors, autre nouveauté qui va sortir en octobre, alors un petit peu plus tôt que prévu a priori, c'est Windows 11, hein, donc vous en avez sans doute entendu parler. Donc Windows 11 en fait qui va changer pas mal de choses, donc optimisation au niveau du corps, et c'est vrai que les premières previews étaient intéressantes au niveau des perfs. Une interface revue et corrigée, alors certains diront que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur de l'iOS, de l'Android ou du Mac. Alors oui, effectivement, on retrouve un petit peu cette tendance-là, même si Microsoft s'en défend, mais c'est de bonne guerre à ce niveau-là. Et Microsoft a aussi annoncé il y a quelques jours qu'il y aura moins de restrictions, a priori, sur l'installation de Windows 11 sur des machines un petit peu plus anciennes, et notamment des machines qui n'auraient pas les puces de sécurité, donc à suivre. Alors bien, comme toujours avec Microsoft, et quand ils lancent une version majeure de Windows, tout le monde, tous les utilisateurs ne seront pas livrés en même temps. Donc en fait, il y a une différence entre les OEM, donc les constructeurs, les entreprises, le côté serveur et le côté grand public. Alors par contre, ce qui a très déçu et puis étonné, c'est que la fonction phare qui avait été présentée cet été autour de Windows 11, hein, donc c'était la possibilité d'exécuter directement sous Windows les applications Android, en fait cette fonction a sauté. Effectivement, Microsoft a retiré la fonctionnalité. Maintenant, il nous annonce que ce support des applications Android directement dans Windows sera d'abord disponible dans Windows Insider dans les prochains mois. Alors, on n'a aucun planning, on n'a
pas de précision. Sans doute que cette fonction a posé plus de problèmes que prévu. Donc on attend de voir maintenant comment la fonction va être réintroduite et quand. Mais sans doute qu'on n'aura pas de disponibilité des apps Android sur Windows 11 avant peut-être l'été ou même rentrée 2022. Donc c'est quelque chose à suivre. Alors, autre très grosse nouveauté donc pour les développeurs .NET, c'est la disponibilité de .NET 6, donc, qui doit sortir normalement en novembre prochain. Donc ça va être une grosse étape pour les développeurs. Remise à plat de toutes les couches .NET, on va renommer tout ça, on va fondre un petit peu Xamarin dans .NET, donc vraiment pas mal de choses. On a aussi de nouveaux modèles de développement au niveau Windows, natif et tout. Donc là je pense que ce sera une version à regarder de très très près. Et qui va être effectivement une étape relativement importante pour le futur de .NET, et surtout ça va être en fait la première version à instaurer en fait la nouvelle roadmap de développement de .NET. Et dans la logique de .NET 6, on aura aussi Visual Studio 2022 qui sera aussi disponible. Alors je rappelle que cette version est la première version à être totalement 64 bits, parce que jusqu'à présent Visual Studio était une application 32. Alors autre nouveauté en novembre, donc là on est plutôt dans une version mineure, donc c'est PHP 8.1. Alors pas mal de petites choses dans les enums, dans les fibers, dans les performances. On nous annonce entre 5 et 10% de performance en plus sur PHP. On a du read-only, on a quelques nouveaux types qui arrivent, on a le type never et une nouvelle fonction f-sync. Donc pas mal de petites choses ici ou là. Alors faites très attention parce que les équipes de PHP annonce quand même un certain nombre de casses de compatibilité si vous migrez en 8.1, donc ça ce sera surveillé. Alors pour la fin d'année, donc là on n'a pas de date précise, c'est la disponibilité de Swift 5.5. Donc Swift c'est le langage Apple qui remplace le langage historique Objective-C. Alors une bêta avait été présentée en juin dernier à la WWDC, donc la grande conférence des développeurs Apple. Donc pas mal d'optimisation et surtout l'arrivée de l'asynchrone, donc tout ce qui est async await dans le code, et surtout aussi évidemment ce qui va encore en l'air avec async await, c'est la programmation concurrente qui arrive aussi dans Swift. Donc ça c'est de très belles nouveautés, et Apple promet aussi des binaires un petit peu plus compacts. Donc ça c'est de belles nouveautés. Alors donc la 5.5 devrait arriver effectivement vers la fin d'année avec une nouvelle version d'Xcode, et Swift 6 est déjà prévu sans doute pour 2022. Donc vraiment de belles choses aussi à venir pour les développeurs iOS et macOS à ce niveau-là. Et Google cet été a teasé alors une sortie peut-être pour l'automne a priori de son futur smartphone Pixel. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le premier smartphone Google qui va intégrer un SoC designé par les équipes internes de Google. Alors comme d'autres, comme Apple ou comme Microsoft, Google va designer ses propres SoC. Donc ce SoC est basé sur les architectures ARM. Donc c'est quelque chose de très intéressant aussi à suivre. Alors, quelques sujets qui vont prêter à discussion durant les pauses café ou dans les meet-up. Alors, quelques éléments, on voit depuis quelques mois, aux États-Unis, une tendance assez surprenante pour nous dans les sociétés de la technologie. On voit des ajustements de salaire pour les développeurs, pour les salariés qui veulent être 100% en télétravail et qui s'installent en dehors des grandes villes, que ce soit New York, Boston ou la baie de San Francisco.
Google va jusqu'à moins 25% de salaire mensuel si vous êtes au fin fond de la campagne américaine. Alors, Google n'est pas le seul effectivement à ajuster selon si vous êtes totalement télétravail, partiellement télétravail, ou si vous êtes en dehors des grandes villes. Twitter, Facebook, Stripe, Reddit, etc. Font aussi ce genre d'ajustement. Alors c'est quelque chose qui fait débat effectivement aux États-Unis. Est-ce que c'est normal effectivement d'ajuster les salaires comme ça si vous êtes uniquement en télétravail parce que vous ne voulez pas revenir au bureau et selon le lieu où vous habitez? En tout cas, c'est un débat qui est très ouvert aux États-Unis et je pense qu'il faut suivre ce débat-là parce que je dis pas que ça va arriver en France, non, parce qu'on a, voilà, on a des garde-fous, mais quand même c'est à considérer et ce sera intéressant de voir comment ces ajustements vont se faire dans les prochains mois. Alors Microsoft a aussi annoncé un Windows 360, donc c'est des instances Windows directement accessibles en mode SaaS. Donc à voir comment ça va se faire. Alors aujourd'hui c'est une offre vraiment pour les entreprises, hein, et d'ailleurs les prix sont assez dissuasifs pour le grand public. Il n'y a pas d'offre pour le grand public aujourd'hui. Voilà, donc je pense que Windows 360 c'est un galop d'essai. À voir comment le projet, comment l'offre va pouvoir évoluer et si Microsoft proposera ou pas une version pour les utilisateurs finaux. Alors, quelques dates à retenir pour les prochains événements de programmer. Alors, tout d'abord, si vous êtes développeur Windows, Azure et .NET, surtout ne loupez pas notre DEF CON spécial .NET 6 qui aura lieu le 23 septembre à partir de 9h30. Donc la journée entière avec 12 sessions techniques, des keynotes, des pizza parties. Donc ce sera dans le campus, sur le campus d'Epitech Paris, hein, donc porte d'Italie, donc à partir de 9h30. Donc m'inscrivez-vous, toutes les informations et l'agenda sur programmer.com. Donc 23 septembre, DEF CON spécial .NET 6 avec la grande finale du Challenge.NET organisé par Softfluent en fin de journée. Donc vraiment, si vous êtes développeur .NET Windows, ne loupez pas cette grande conférence spéciale .NET. Donc le 23 septembre. Le 19 octobre, nous allons parler Secure by Design. Donc Meetup à partir de 18h30 dans les locaux de WeWorks rue de la Fayette. 2 novembre, nouveau meet-up, toujours rue de la Fayette. On va parler fonctionnel et closure avec Hiram Madeleine, qui est un grand spécialiste de closure, et il nous parlera un petit peu de programmation fonctionnelle. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir un petit peu closure. 7 septembre, alors on n'a pas encore le sujet. 7 septembre, un meet-up à partir de 18h30. Toujours dans les locaux de WeWorks rue de la Fayette, et on peut d'ores et déjà vous annoncer la bonne nouvelle. Le 16 décembre, DEF CON spécial cybersécurité, Secure by Design, donc orienté évidemment développeur, donc comment le développeur va pouvoir intégrer la sécurité dans le code. Et cette conférence débutera à 13h30 et nous serons hébergés sur le campus de l'Effray. Voilà, donc tous les détails sont à venir sur programmer.com et meetup.com. Voilà, écoutez, ceci clôt un petit peu notre récap de l'année. Enfin en tout cas de l'été. J'espère que ça vous a plu, et je termine avec une toute dernière mention. Donc c'est l'heure du dev, hein, si vous ne connaissez pas. Donc c'est une émission pour le développeur avec du dev coding, avec des discussions techniques, avec de la formation, des carrières, des profils. Donc vraiment tout ce qui va parler aux développeurs. Donc l'heure du dev qui est co-réalisé avec Excelsior et que vous trouverez très facilement sur YouTube. Donc merci à tout le monde. J'espère que ce petit récap de l'été et la roadmap vous a plu, et on se voit très bientôt au DEF CON et au Meetup programmé.
Merci et à très bientôt. Au revoir.